Droits de l'homme, ou disons la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le cadre dans lequel vous organisez donc votre symposium. Elle représente déjà quoi pour vous, défenseurs des droits de l'homme, cette date? Merci beaucoup Yaya. Encore une fois, je tiens à remercier l'ORTM pour l'opportunité et ensuite saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs. Le mois des droits de l'homme, c'est le mois de décembre. Il vous souviendra que le 10 décembre 1948, le monde entier a adopté à travers l'ONU ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc à chaque date anniversaire, c'est-à-dire à chaque 10 décembre, nous, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, autorité administrative indépendante, nous avons sacrifié à la tradition d'organiser un symposium national. Quelle est la charge symbolique, on va dire, de cette date du 10 décembre? Le 10 décembre, c'est les enseignements que l'humanité a tirés des horreurs de la guerre, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Les responsables du monde à l'époque ont pris conscience de l'horreur que cette guerre a provoquée, des pertes en vie humaine en millions de personnes. Donc c'est pour ne jamais reproduire cela et pour ne jamais connaître ça dans le monde, ils ont pris la décision de prendre cet acte, cet instrument juridique international qui consacre en 30 articles les droits fondamentaux liés à la personne humaine. Comment est-ce que cette déclaration, elle résiste au temps jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle est vécue aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle régit les choses aujourd'hui? Elle est toujours très importante, même si dans certains pays, elle n'a qu'une valeur morale. Mais ce n'est pas le cas au Mali, parce que le Mali l'a inscrit dans son préambule, dans le préambule de sa constitution, ce qui lui donne une valeur juridique contraignante. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc cette déclaration est considérée à travers le monde. Et tous les pays du monde entier ont de l'égard par rapport à cet instrument juridique, parce que tout simplement, cet instrument contient vraiment les droits qui sont inhérents à la personne humaine, les droits universels qui ne tiennent pas compte de la couleur de la peau, de l'origine sociale, du genre, etc. Donc aucune discrimination n'est permise dans cet instrument juridique. D'ailleurs, son article premier se retrouve dans beaucoup de constitutions dans le monde. Il dit que toutes les personnes humaines naissent libres et égales. Donc ça, c'est inspiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, le droit à la vie y est consacré, le droit à la sécurité, etc. Vous instaurez cet échange, votre symposium, avec des acteurs gouvernementaux, avec des partenaires. Quel est donc le but un peu de cet exercice annuel? Le but, c'est toujours d'assurer la promotion des droits de l'homme, parce qu'on se rend compte que les droits de l'homme demeurent incompris par beaucoup de nos concitoyennes, beaucoup de nos concitoyens. Donc, or, la loi qui nous crée, CNDH, nous charge de faire la promotion des droits de l'homme afin d'instituer une culture des droits de l'homme au Mali. Donc, on profite de ce genre de forums, de ce genre de symposiums pour faire une grande communication autour des droits de l'homme, mieux expliquer les droits de l'homme et prouver et déconstruire les préjugés qui consistent à dire que les droits de l'homme sont une invention occidentale, sont d'origine occidentale. Ce n'est pas le cas à partir du moment où le Mali fait partie des patries des droits de l'homme sur la base de la charte du Mandé et de la charte de Kouroukanfouga. Donc le Mali n'a aucun complexe par rapport aux questions des droits de l'homme. Parce que vous estimez que les droits de l'homme doivent être compris par monsieur tout le monde, on a l'impression souvent que c'est une responsabilité de l'État de veiller sur nos droits. En quoi est-ce que le citoyen il intervient dans ça? Le citoyen intervient parce que le citoyen doit connaître ses droits. Le citoyen doit comprendre qu'il y a un certain nombre de droits qui sont inhérents à la personne humaine et que l'État a l'obligation d'assurer ces droits. Et comme vous le dites bien, la responsabilité principale pèse sur l'État, parce que c'est l'État
qui a le devoir et l'obligation d'assurer la jouissance effective de tous ces droits, les droits fondamentaux qui sont consacrés du reste dans la loi fondamentale de notre pays. Donc c'est pourquoi il est bon que chaque citoyen puisse appréhender le concept des droits de l'homme, comprendre que les droits de l'homme sont à ses pieds et que les droits de l'homme, c'est pas la théorie de Rousseau, de Hobbes. Les droits de l'homme, c'est vraiment notre quotidien. Et vous vous êtes réunis entre connaisseurs, entre guillemets, on va l'appeler ainsi, pour parler de quoi concrètement? Quels étaient les thèmes à l'ordre du jour? On a choisi des thématiques en lien avec l'actualité. Par exemple, on a choisi les droits des victimes par rapport aux violations graves des droits de l'homme, l'indemnisation de ces victimes. C'était une thématique. L'autre thématique, c'était la constitution du Mali, la nouvelle, et les droits de l'homme. Il y avait une autre thématique sur l'espace civique et la protection des droits de l'homme, notamment la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. On a échangé également sur les acquis des institutions nationales des droits de l'homme dans différents pays. C'est le lieu de saluer la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Burkina, qui a fait les déplacements pour venir partager leur expérience en matière de protection des droits de l'homme. Bref, c'était des thématiques vraiment en lien avec l'actualité et qui ont été sérieusement débattues entre experts et puis avec des questions pertinentes posées par les participants. On va essayer de parler un peu de ces thématiques, mais prises globalement donc. Comment est-ce que vous pouvez qualifier aujourd'hui la situation des droits de l'homme au Mali? La situation des droits de l'homme au Mali aujourd'hui est préoccupante. Mais je m'empresse d'ajouter que des efforts ont été faits et des efforts continuent d'être faits. En termes d'acquis, par exemple, sur la question de l'esclavage par ascendance, pendant longtemps, ce sujet était un sujet tabou. Mais grâce aux efforts des organisations de défense des droits de l'homme, à l'implication de la CNDH, ce n'est plus un tabou et les autorités se sont engagées à prendre à bras le corps la question. Et il vous souviendra les audiences spéciales organisées au mois de mars 2023 à Caille et consacrées exclusivement aux infractions liées à l'esclavage par ascendance. C'est un engagement du gouvernement à travers le ministère de la Justice. Il y a également la relecture des codes de procédure pénale et code pénal pour intégrer la criminalisation de l'esclavage et les violences basées sur les genres. Ça, c'est en termes d'acquis. Mais les défis demeurent. Vous savez que les enfants sont privés de leur droit à l'éducation. Les écoles sont fermées, ce qui prive des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. À longueur de journée, vous attendez que des cars ont été enlevés, les terroristes continuent de commettre des exactions. Et il y a des pertes en vie humaine, et tout cela constitue des violations des droits de l'homme. Il y a l'insécurité également, c'est vrai que des efforts se font, mais à présent, dans les régions du nord et du centre, nous continuons d'enregistrer des allégations de violations des droits de l'homme. Le droit à la santé n'est pas en reste. Vous savez, avec les grèves récurrentes et puis les plaintes par rapport à la faiblesse du plateau technique de certaines de nos structures de santé, et tout cela constitue des défis à relever. Et nous veillons à cela et c'est ça l'intérêt de continuer vraiment à se battre pour les droits de l'homme. Justement, vous veillez à cela, vous continuez à vous battre pour les droits de l'homme. Comment est-ce que vous menez cet exercice dans ce contexte? On sait qu'il n'est pas forcément facile. Vraiment, c'est un exercice délicat, mais avec la pédagogie, on y arrive. Parce qu'il faut prouver aux gens, aux interlocuteurs, à l'État, d'ailleurs nous sommes un organe étatique, parce que nous sommes une autorité administrative indépendante, prouver à l'État que nous ne sommes pas des adversaires, que nous ne saurons être des ennemis pour notre pays, mais que notre objectif est d'appeler l'attention de l'État à chaque fois que des besoins sur ses responsabilités. Ses responsabilités en termes de respect des droits de l'homme et en termes de faire respecter ces mêmes droits au profit des populations maliennes et par extension au profit de toute personne qui réside sur le territoire national. Donc c'est cet exercice que nous menons dans un cadre de dialogue constructif. Et nous ne sommes pas là pour dénoncer tout le temps. Et nous approchons les autorités régulièrement pour leur faire des propositions, pour leur faire des recommandations. D'ailleurs, nous entretenons de bons rapports de collaboration avec notre département de tutelle,
qui est le ministère de la Justice. Et à chaque fois qu'on a sollicité de rencontrer d'autres ministres, tels que le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, les portes nous ont été ouvertes. Au même moment, au niveau de l'Assemblée, le Conseil national de transition, nous sommes régulièrement sollicités pour donner nos avis techniques sur les projets de textes afin de faire améliorer les textes et prendre en charge le volet droits de l'homme. Mais les défenseurs des droits de l'homme sont considérés généralement comme des empêcheurs de tourner en rond, excusez-moi l'expression. Donc vous n'êtes pas dans cette logique-là? Non, pas du tout. C'est une incompréhension. C'est pourquoi il nous faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations, beaucoup de communication. Parce que c'est l'État qui nous a mis en place et nous a chargé de le conseiller sur la problématique des droits de l'homme, de faire des recommandations pertinentes. Mais pour autant, lorsqu'il y a des violations ou des allégations de violations, on est obligé de sortir pour faire des communiqués et appeler l'attention de l'État sur ses engagements et sur le respect des lois nationales d'abord. Parce que les droits de l'homme sont consacrés d'abord dans notre constitution, dans nos lois nationales, avant même d'invoquer les traités et les conventions. Donc c'est cet exercice que nous menons. C'est vrai que c'est pas une tâche facile et c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup qui voient en nous des ennemis souvent de la nation ou des ennemis de la patrie, etc. Mais ils n'ont rien compris. C'est lorsque ces personnes sont victimes de violations ou lorsque leurs parents sont victimes qu'ils se rendent compte de l'importance et de l'intérêt des droits de l'homme. Et cela est vrai également par rapport même aux autorités. Parce que c'est un secret de polichinelle. Si vous faites un regard rétrospectif sur notre passé récent, vous vous rendrez compte que des autorités se sont retrouvées plus ou moins dans des situations de violation des droits de l'homme. Et nous avons toujours été présents pour veiller au respect de leurs droits. Et c'est une manière de dire à tout le monde que nul n'est à l'abri de la violation de ses droits, quoi. Alors, arrêtons-nous sur un certain nombre de thématiques que vous avez abordées au cours de ce symposium. Les libertés publiques, vous en avez parlé en période de crise, Monsieur le Président. Ça fait toujours débat, hein, le sujet est partout à travers le monde. Quel regard est-ce que vous portez sur la question aujourd'hui au Mali? Bon, aujourd'hui au Mali, il y a des restrictions sur les libertés. Cela est indéniable. Bon, il faut également expliquer que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, ce sont des libertés qui peuvent être l'objet d'encadrement. D'ailleurs, dans la Constitution, cela est dit clairement que leur exercice est réglementé par des lois. Mais il se trouve que, en ce moment, nous constatons où nous avons eu à enregistrer des plaintes relatives à des restrictions par rapport à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Donc, notre rôle est de recenser ces plaintes, de faire des investigations et si c'est avéré, de faire des recommandations aux autorités afin que les populations puissent jouir de ces libertés, mais dans le cadre de la loi, dans le cadre du respect de la loi. À quelle étape du traitement de ces dossiers est-ce que vous êtes aujourd'hui? Des plaintes que vous avez reçues? Oui, nous avons eu à documenter certaines plaintes. Et c'est avéré que ce sont des cas de restriction de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Vous regardez un peu le contexte, vous vous rendez compte qu'il y a soit l'autocensure, soit des menaces, et en plus de ça, les réseaux sociaux également, il y a certains qui empêchent les citoyens de donner leur opinion librement. Donc tout cela constitue des atteintes à la liberté d'expression. À côté, l'espace public toujours, il y a des cas de disparition forcée, d'enlèvement. Quand on dit cela, on ne dit pas que c'est l'État qui est responsable, c'est X ou Y, mais ce sont des plaintes que nous enregistrons. Et il y a des allégations. Et nous continuons les enquêtes pour nous assurer de la responsabilité des personnes qui sont impliquées dans ces violations graves des droits de l'homme. Alors, comment est-ce que vous vous rassurez justement que, j'imagine que l'objectif c'est que ça cesse. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous rassurez que vous allez atteindre cet objectif? Ben, en fait, comme je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Il n'y a pas de paradis des droits de l'homme sur la planète. Dans tous les pays du monde, il y a des violations. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que le travail de défense des droits de l'homme, c'est le supplice décisif. Et c'est comme quelqu'un qui fait monter le rocher sur la colline. Ça monte, ça descend. Donc on ne peut jamais être sûr à l'instant T que tous les droits de l'homme sont respectés.
Mais il faut être vigilant et puis il faut veiller au grain. Et c'est ce que nous faisons. Et chaque fois que nous avons des cas, nous les documentons et nous saisissons les autorités compétentes. Si au niveau national, on n'a pas la solution, on se déporte au plan régional, voire international. L'objectif simplement, c'est de faire jouir de leurs droits les populations, conformément même à la Constitution du Mali. Monsieur le Président, par rapport à la situation de crise que nous connaissons, il y a des événements qui remettent toujours la question des droits de l'homme sur la table. Il y a par exemple ce charnier découvert du côté de Kidal. Vous avez condamné et demandé que la lumière soit faite sur cet événement. Alors, qu'est-ce que des événements du genre vous inspirent à la CNDH? C'est des événements atroces, abominables, qui peuvent constituer même des crimes contre l'humanité et passibles de la compétence de la CPI. Et lorsque nous les apprenons, le premier réflexe, c'est vraiment de condamner. Et je profite de cela pour dire que il ne s'est jamais passé d'exaction contre les forces de défense et de sécurité, contre les populations civiles que la CNDH n'a pas dénoncé. Nous avons systématiquement dénoncé et demandé l'ouverture d'enquêtes. L'objectif, c'est vraiment d'identifier les auteurs et puis de les remettre entre les mains de la justice afin que l'impunité soit bannie dans le pays. Parce que c'est l'impunité qui est la sève nourricière des violations des droits de l'homme. Chaque fois qu'il y a l'impunité, les gens sont encouragés à continuer les violations des droits de l'homme. Donc si nous condamnons, nous ne nous contentons pas de cela. Nous continuons à rassembler les éléments de preuve, à faire des recoupements, même s'il y a le défi sécuritaire qui nous empêche souvent d'être sur le terrain, mais il y a des sources crédibles qui peuvent nous apporter des informations de première main. Et c'est avec cela que nous produisons des rapports et que nous soumettons à qui des droits. Alors, dans le registre, on va dire, de l'horreur, il y a eu le bateau Tombouctou, il y a eu d'autres attaques, bien évidemment, mais par rapport à cette situation qui a particulièrement ému le pays, et bien au-delà, quelle a été la réaction de la CNDH et quelle suite est-ce que vous avez réservée à cette affaire? La CNDH a automatiquement condamné dès qu'elle s'est assurée de la véracité. Parce que ça aussi, c'est très important. Avec les réseaux sociaux, on ne peut pas se fier à toutes sortes d'informations. Il faut faire le minimum de recoupements pour s'assurer que c'est réel. Et après cela, on a automatiquement condamné et on a fait un communiqué pour demander l'ouverture d'une enquête. D'ailleurs, on a été suivi en cela par le gouvernement, parce que nous, on a condamné même avant le gouvernement. C'est dire que c'est de l'horreur, honnêtement, et nous condamnons les deux. Certains pensent que lorsque les présumés terroristes ou les djihadistes commettent des infractions ou des exactions, nous ne réagissons pas. Ce n'est pas vrai. C'est une contre-vérité. À chaque fois qu'il y a eu des exactions contre les populations civiles, contre les forces de défense et de sécurité, nous avons toujours condamné. Et nous avons toujours systématiquement ouvert des dossiers d'enquête. Pour les jours où il y aura une procédure judiciaire, nous pourrons contribuer à compléter les éléments de preuve. On a un peu l'impression que c'est des dossiers qui sont oubliés. Non, les dossiers ne sont justement jamais oubliés, parce que c'est ce que beaucoup de gens oublient. Le temps de la justice est différent du temps d'un régime politique ou d'un mandat politique. La justice internationale a la mémoire très longue. Donc les gens peuvent penser que après les événements tragiques, il ne se passe rien, mais dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est des dossiers qui peuvent être portés au niveau des juridictions, surtout les juridictions internationales. Les exemples ne manquent pas, où il y a des gens qui ont fui la justice et pendant 30 ans, ils ont été rattrapés et ils sont jugés au niveau de la CPI. Donc, toutes ces exactions, toutes ces violations, tous ces abus-là vont connaître les mêmes sorts, j'en suis convaincu. Donc, le bateau Tombouctou, vous avez enquêté, vous avez documenté? Tout à fait. C'est en cours toujours. C'est en cours parce que c'est des dossiers complexes, étant donné qu'on n'est pas à mesure d'être sur le terrain, et on est obligé d'être patient dans l'investigation et dans les rassemblements des éléments de preuve. Vous aviez également, à l'ordre du jour de votre symposium, des enjeux relatifs au départ de la MINUSMA. Quels sont aujourd'hui ces enjeux? Bon, les enjeux relatifs au départ de la MINUSMA, il faut tout d'abord rappeler que la MINUSMA est une mission autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
et ça a été déployé sur la base d'une résolution. Si je ne m'abuse, c'est la résolution 2100, et avec l'autorisation des autorités maliennes. Maintenant, le constat est qu'après 10 ans, certains trouvent que le résultat n'a pas été atteint par rapport à certains objectifs, notamment la question de sécurité. Mais même là, je dois dire que une telle mission de maintien de la paix travaille toujours sur la base d'une feuille de route, ce qu'on appelle les mandats. Donc tout ce qui n'est pas inscrit dans ces mandats, la mission ne peut pas s'en occuper. Ça, c'est ignoré de beaucoup de personnes. Donc l'objectif de cette mission, c'était l'interposition. Or, il se trouve qu'il n'y avait plus de paix à maintenir, et il y avait plutôt urgence à lutter contre le terrorisme. Donc le Mali s'est battu pour obtenir les changements de mandat, il ne l'a pas obtenu. Bon, maintenant, cela dit, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La MINUSMA a fait des efforts qui sont constatés même par les autorités et reconnus par les autorités. Et pour ne parler que du volet des droits de l'homme, la division des droits de l'homme a accompagné les organisations de défense des droits de l'homme, a contribué au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, des officiers de police judiciaire, des organisations de femmes, etc. Donc un bilan est là. Maintenant, les insuffisances aussi sont constatées. L'un dans l'autre, après le départ d'une telle mission, il y a nécessairement un vide. Et ce vide est d'ailleurs reconnu par les autorités, qui sont à pied d'œuvre maintenant pour trouver des solutions alternatives. Pour ne parler que du chômage, 2000 personnes en chômage, l'impact sur l'économie, parce que s'il y avait des prestations de services qui étaient payées au Mali et aux opérateurs économiques maliens, etc. Donc vraiment un vide est là, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, il faut inviter l'État à faire des efforts pour combler ou trouver des alternatives. Mais M. Boiré, vous n'êtes pas sans savoir que la question des droits de l'homme était une des questions les plus polémiques entre l'État et la MINUSMA. Tout à fait. Ce n'est pas qu'au Mali. Vous savez, j'entends que on dit souvent les droits de l'homme sont instrumentalisés, etc. Et moi, j'entends l'argument, mais je me dis toutes les causes du monde, toutes les causes nobles du monde sont instrumentalisées, y compris la cause religieuse. Il y a des gens qui instrumentalisent la religion. Ce n'est pas une raison pour ne pas reconnaître la valeur des droits de l'homme, pour ne pas s'en occuper. C'est ce que nous disons en tant qu'institution nationale des droits de l'homme. Nous savons que nous ne sommes pas instrumentalisés, c'est l'essentiel. Et que le travail que nous faisons, c'est au profit des populations maliennes et les personnes qui se retrouvent sur le territoire malien. Et c'est ça vraiment notre cap. Et nous n'avons pas envie de rentrer dans ces débats polémiques parce que ça a toujours existé. Les droits de l'homme, les doubles standards, etc. Nous savons cela, mais en tant que technicien de la matière, nous savons qu'on ne peut pas faire le raisonnement par analogie dans ces domaines. On ne peut pas se dire qu'en Israël, les droits de l'homme ont été violés, il n'y a pas eu de réaction suffisante et qu'au Mali, ça autorise la violation des droits de l'homme. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas la réciprocité non plus. Dire que bon, les Maliens sont dans un pays, leurs droits ont été violés, donc les ressortissants de ces pays aussi au Mali, on va s'attaquer à eux. Ça aussi, ce n'est pas permis en droit de l'homme. Mais il faut nécessairement expliquer tout cela pour que les gens comprennent. Donc, bref, les droits de l'homme peuvent être instrumentalisés, mais l'essentiel, c'est de comprendre que les droits de l'homme sont incontournables et que les droits de l'homme ne sont rien d'autre que les engagements pris par notre État, en toute liberté, en toute souveraineté, à commencer par le titre premier de la Constitution du Mali. Mais vous parlez de vide, bien évidemment. Comment est-ce que vous comptez le combler, ce vide ? Il y a eu un débat intéressant là-dessus lors du symposium. Le représentant du ministère des Affaires étrangères a donné des informations capitales sur les mesures qui sont en train d'être prises, des commissions et des sous-commissions qui sont à pied d'œuvre pour essayer de voir les salariés qui se sont retrouvés au chômage, leurs dettes au niveau des banques, etc. Et l'impact sur les projets à impact rapide aussi, parce que la MINUSMA finançait des petits projets au profit des communautés.
Donc ces projets les soulageaient beaucoup, donc il va falloir trouver des alternatives pour continuer le financement de ce type de projet. Alors j'entends bien tout cela, mais je parle spécifiquement de la question des droits de l'homme. Comment est-ce que vous comptez combler le vide à ce niveau? Bon, en fait, nous entendons jouer notre partition, toute notre partition. Parce que qu'il y ait la division des droits de l'homme ou pas, l'Institution nationale des droits de l'homme du Mali, la CNDH, a été créée par une loi. Et cette loi a été votée sur la base de ce qu'on appelle les principes de Paris. Les principes de Paris ne sont rien d'autre qu'une résolution des Nations Unies qui a invité les États à mettre en place des institutions nationales des droits de l'homme pour s'occuper des questions des droits de l'homme. Il se trouve des pays où il n'y a pas de mission des Nations Unies, mais leur institution nationale des droits de l'homme fait le travail. Et nous allons faire le même travail et solliciter l'État pour nous accompagner, pour nous assister, pour nous aider. Et je pense qu'en ce moment, il n'y aura aucun problème par rapport à la surveillance du respect et de la protection des droits de l'homme. Et mieux, le départ de la division des droits de l'homme du Mali ne veut pas dire que les organisations internationales ne s'intéressent pas à la question des droits de l'homme au Mali. Il y a ce qu'on appelle la direction régionale des droits de l'homme qui est à Dakar, qui continue de suivre de près la surveillance des droits de l'homme au Mali. Il y a d'autres mécanismes, il y a des ONG, il y a des organisations de la société civile, donc chacun doit jouer son rôle. Mais ce qui est important à expliquer, il faut que l'État comprenne que ce n'est pas contre l'État. Parce qu'on ne peut pas raisonnablement poser des actes contre son État. Mais l'objectif, c'est d'aider l'État à respecter ses engagements de veiller sur le respect des droits de ses citoyennes et de ses citoyens. Parmi les sujets que vous avez abordés aussi, il y avait la question de la nouvelle constitution. Pourquoi est-ce que cette question mérite à vos yeux l'attention que vous y accordez? Est-ce que le Mali, sous la 4e République, sera un Mali particulièrement respectueux des droits de l'homme ou ça se passe comment? Bon, sur le volet droits de l'homme, honnêtement, on est satisfait. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, il y a tout un titre qui est consacré aux droits de l'homme, aux droits et devoirs de l'homme. Donc, ça fait plus de 20 articles. Bon, en plus de cela, nous avons invité des experts pour qu'ils donnent leur point de vue. Et puis, l'assistance également a posé des questions. Par exemple, sur la question de la nationalité, la double nationalité, il y a certains qui ont trouvé que c'est discriminatoire. Il y a même eu une question par rapport à l'article relatif au mariage. Quand on a dit que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Il y a certains qui ont interprété pour dire que la polygamie est alors bannie. Parce qu'on a dit un homme et une femme, pas un homme et deux femmes. Donc c'était des réflexions du genre. Et en plus de ça, la saisine de la Cour constitutionnelle par rapport à la garantie des droits de l'homme, il y a certains qui ont déploré que les citoyens ne puissent pas saisir directement la Cour constitutionnelle par rapport à leurs droits. Donc c'était vraiment des débats très intéressants. Mais l'objectif, c'est pas de remettre en cause la Constitution qui est déjà en vigueur. Voilà. Alors, en termes de conclusion et de recommandations, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de cette 15e édition de votre symposium? La 15e édition a fait des recommandations très pertinentes, notamment sur l'indemnisation des victimes des violations graves des droits de l'homme. On a recommandé de mettre les représentants des victimes au niveau de la commission qui se chargera de cela. Et il y a certains qui ont proposé de constitutionnaliser la CNDH, parce que dans certains pays, la CNDH n'est pas créée par une loi, elle est créée par la Constitution. Il y a eu des recommandations également par rapport aux explications sur la loi, sur la cybercriminalité. Les gens ont estimé que ce n'est pas suffisamment su et connu des populations. On a eu la chance d'avoir le procureur du pôle spécial anti-cybercriminalité qui a donné vraiment des éclairages. Donc les gens ont souhaité que ce genre d'échanges puisse continuer pour que les populations sachent où mettre les pieds. Il y a eu également des recommandations dans le sens de créer des cadres de renforcement des capacités entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Ça permet de mieux lutter contre le terrorisme, en ce sens que les populations seront à l'aise pour donner des informations aux forces de défense et de sécurité
que je salue du reste au passage pour les efforts déployés. Et nous les avons toujours soutenus dans le cadre de la lutte complexe contre le terrorisme, mais nous avons toujours ajouté que cette lutte doit se passer dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Et comment est-ce que vous comptez veiller à la mise en œuvre, à l'application des recommandations et de toutes les bonnes initiatives, les bonnes idées qui sont sorties de ce symposium? Et nous allons mettre en place un comité de suivi, donc qui va travailler en relation avec tous les départements concernés par les différentes recommandations, comme on le fait du reste par rapport à nos autres recommandations. Et nous saluons vraiment l'implication du gouvernement à travers notre ministre de tutelle, à travers le ministre de la Refondation, le ministre du Travail, le président du Conseil économique, culturel et social. Et toutes ces autorités ont participé vraiment à cette 15e édition pour rehausser l'éclat. Donc c'est le lieu de les remercier et dire que c'est pas que des mots. Quand nous disons que nous veillons au respect des droits de l'homme, nous suivons. Et nous invitons toutes les personnes qui s'estiment victimes de violations ou d'abus des droits de l'homme de saisir la CNDH. On est là pour ça. On ne promet pas de solutions immédiates, mais on s'en occupera et on assurera le suivi. Nous vous souhaitons bon vent, Monsieur le Président. Je vous en prie. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Merci de l'opportunité. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.